ce livre est une énorme dinguerie. Une très grosse dinguerie. Après, ça n'étonne personne, vu que c'est Marc Lévy. Et comme vous le savez, je suis une très grande fan de Marc Lévy. Mais franchement, c'est incroyable. Alors, on va commencer tout de suite par retrouver la page. Hop, on s'était arrêté à la page 21. Et c'est parti. Peter parqua sa voiture sur l'emplacement qui faisait face à la guérite du vigile. Il lui glissa discrètement un pied au creux de la main pendant que Jonathan récupérait sa vieille sacoche dans la malle arrière. Ils remontèrent la travée du parking où leurs pas se faisaient écho. Comme chaque fois qu'il prenait l'avion, Peter perdit patience lorsqu'on lui demanda d'ôter sa ceinture et ses chaussures après qu'il lui fait sonner 3 fois le portique de sécurité. Il marmonna quelques mots peu aimables et l'officier en charge inspecta son bagage jusqu'au moindre détail. Jonathan lui fit signe qu'il l'attendrait comme d'habitude près du kiosque à journaux. Lorsque Peter l'y rejoignit, il était plongé dans une page d'un livre du Milton Meets Mesro, une anthologie du jazz. Jonathan acheta le livre, l'embarquement se fit sans encombre et le vol partit à l'heure. Jonathan refusa le plateau repas qui lui était proposé, abaissa le petit volet du hublot, alluma la lampe de courtoisie et se plongea dans les notes de la conférence qu'il s'apprêtait à donner dans quelques heures. Peter feuilleta le magazine de la compagnie, puis la notice de sécurité, enfin le catalogue des achats à bord qu'il connaissait par cœur. Puis il se balança dans son fauteuil. « Tu t'ennuies ?» demanda Jonathan sans lever les yeux du document qu'il consultait. « Je pense. C'est bien ce que je disais. Tu t'ennuies. »« Pas toi. Je révise ma conférence. Tu es possédé par ce type, rétorqua Peter en reprenant la notice de sécurité du 737. Passionné. À ce niveau d'obsession, mon vieux, je me permets d'insister sur la nature possessive de la relation qu'entretient ce peintre russe avec toi. Vladimir Atkin est mort à la fin du 19e siècle. Je n'entretiens aucune relation avec lui, mais avec son œuvre. Jonathan replongea dans sa lecture le temps d'un court instant de silence. Je viens d'avoir une impression de déjà-vu, dit Peter narquois jusqu'au bout des lèvres, mais c'est peut-être parce que c'est la 100e fois que nous avons cette conversation. Qu'est-ce que tu fais dans cet avion si tu n'as pas le même virus que moi, hein ? 1. Je t'accompagne. 2. Je fuis les appels de mes collègues traumatisés par l'article d'un crétin dans le Boston Globe. Et 3. Je m'ennuie. Peter prit un feutre dans la poche de sa veste et fit une petite croix sur le papier quadrillé où Jonathan rédigeait ses ultimes annotations. Sans quitter du regard l'iconographie qu'il étudiait, Jonathan dessina un rond à côté de la croix tracée par Peter. Aussitôt ce dernier le borda d'une autre croix et Jonathan traça le rond suivant à la diagonale. Le vol se posa avec 10 minutes d'avance sur l'horaire annoncé. Ils n'avaient enregistré aucun bagage et un taxi les conduisait jusqu'à leur hôtel. Peter regarda sa montre et annonça qu'il disposait d'une bonne heure avant la conférence. Après s'être enregistré auprès de la réception, Jonathan monta se changer. La porte de sa chambre se referma derrière lui sans bruit. Il posa sa sacoche sur le petit secrétaire en acajou face à la fenêtre qui s'empara du téléphone. Lorsqu'Anna décrocha, il ferma les yeux et se laissa guider par sa voix, comme s'il était auprès d'elle dans l'escalier. Toutes les lampes y étaient éteintes. Anna avait pris la pluie sur le rebord de la fenêtre. Au-dessus d'elle, par la large verrière, quelques brillances d'étoiles qui résistaient au halo des lumières de la ville se dispersaient, délicates broderies sur une étole pâle. Les embruns de la mer venaient fouetter les carreaux anciens, réunis par des bordures de plomb. Ces derniers temps, Anna s'éloignait de Jonathan, comme si les rouages d'une mécanique fragile s'étaient grippés depuis qu'ils avaient décidé de se marier. Les premières semaines, Jonathan interprétait la distance qu'elle mettait entre eux comme une peur face à l'engagement d'une vie. Pourtant, c'était elle qui avait souhaité plus que tout cette célébration. Leur ville était aussi conservatrice que le milieu de l'art dans lequel ils évoluaient. Après 2 années passées ensemble, ils étaient de bon ton d'officialiser leur union. Les visages de la société bostonienne le suggéraient un peu plus à chaque cocktail mondain, à chaque vernissage et à chaque vente aux enchères. Jonathan et Anna avaient cédé à la pression de la société mondaine. La bonne apparence de leur couple était aussi le gage de la réussite professionnelle de Jonathan. À l'autre bout de la ligne téléphonique, Anna se taisait. Il écoutait sa respiration et devina ses gestes. Les longs doigts de la main d'Anna se perdaient dans sa dense chevelure. En fermant les yeux, il aurait presque pu sentir sa peau. À la fin du jour, son parfum se mélangeait
aux essences de bois imprégnant chaque recoin de l'atelier. Leur conversation s'acheva sur un silence. Jonathan reposa le combiné et rouvrit les yeux. Sous ses fenêtres, un flot continu de voitures s'étirait en un long ruban rouge. Un sentiment de solitude l'envahit comme chaque fois qu'il était loin de chez lui. Il soupira, se demandant pourquoi il avait accepté cette conférence. L'heure tournait, il dévit son bagage à main et choisit une chemise blanche. Jonathan inspira avant d'entrer sur la scène. Il fut accueilli par des applaudissements, puis le public s'estompa dans une semi-obscurité. Il prit place derrière un pupitre équipé d'une petite lampe en cuivre qui veillerait sur son texte comme une souffleuse. Jonathan maîtrisait son exposé. Il savait son discours par cœur. Le premier tableau de l'œuvre de Vladimir Radskin qui présentait ici ce soir fut projeté dans son dos sur un immense écran. Il avait choisi de faire défiler les étoiles du peintre russe par ordre chronologique inverse. Une première série de scènes de campagne anglaise illustrait le travail que Radskin avait accompli à la fin de sa vie, écourté par la maladie. Radskin avait peint ses dernières œuvres depuis sa chambre que sa santé lui interdisait de quitter. Il y mourut à l'âge de 62 ans. Deux portraits majeurs de Sir Edward Langton, l'un en pied, l'autre assis derrière un bureau en acajou, représentaient ce collectionneur en marchand de renom qui fit de Vladimir Radskin son protégé. 10 tableaux attachés à traduire avec une sensibilité infinie la vie des pauvres dans les faubourgs de Londres à la fin du XIXe siècle. 16 autres complétèrent la présentation de Jonathan, bien qu'il ignorât la période exacte à laquelle il les avait réalisés. Leur thème renvoyait à la jeunesse du peintre en Russie. 6 de ses premières œuvres, toutes commandées par le tsar lui-même, montraient des personnalités de la cour. 10 autres, de la seule inspiration du jeune artiste, illustraient la misère de la population. Ces scènes de rue furent à l'origine de l'exil forcé de Radskin qui dut quitter précipitamment et à jamais sa terre natale, alors que le tsar lui consacrait une exposition dans sa galerie personnelle du palais de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Vladimir avait accroché certaines de ses peintures qui firent scandale. L'empereur lui voua une haine aussi farouche que soudaine pour avoir dépeint avec plus de fidélité les souffrances de son peuple que l'excellence de son règne. L'histoire racontait que lorsque le conseiller aux affaires culturelles de la cour l'interrogea sur les raisons d'un tel comportement, Vladimir répondit que si l'homme dans sa quête de puissance se nourrissait du mensonge, sa peinture était soumise à la règle contraire. L'art, dans ces moments de faiblesse, ne pouvait au pire qu'embellir. Le dénuement du peuple russe était-il moins digne d'être représenté que le tsar lui-même? Le conseiller qui estimait le peintre le salua d'un geste amer. Il ouvrit une porte dérobée dans la grande bibliothèque emplie de précieux manuscrits et convia le jeune homme à fuir au plus vite avant que la police secrète ne vienne le chercher. Il ne pouvait désormais plus rien pour lui. Après avoir emprunté un escalier tortueux, Vladimir parcourut un long corridor sombre, tel une sente qui menait à l'enfer. Se quittant dans l'obscurité de ses seules mains qu'il écorchait sur ses parois râpeuses, il se dirigea vers l'aile ouest du palais, passant de souterrains où il devait se voûter en cave aux pierres humides. De vieux rats slaves qui erraient en sens inverse frôlaient son visage, s'intéressant parfois de trop près à cet intrus qui suivait alors et mordait aux chevilles. Lorsque la nuit tomba enfin, Vladimir remonta à la surface et trouva refuge sur le plateau d'une charrette cachée dans une balle de vieille palle usée par les chevaux de l'empereur. Il s'y dissimula pour attendre le lever du jour et fuir le palais à la faveur de l'agitation du matin. Tous les tableaux de Vladimir avaient été saisis l'après-midi même. Ils brûlaient, alimentant la cheminée monumentale d'un grand banquet que donnait le conseiller du tsar. La fête dura 4 heures. À minuit, les convives se précipitèrent aux fenêtres pour se divertir du spectacle qui leur était offert dans l'enceinte du palais. Tapis dans l'ombre d'une alcôve, Vladimir assista à un assassinat. Sa femme, Clara, arrêtée dans la soirée, fut entraînée par 2 gardes jusqu'au lieu de son supplice. Dès qu'elle apparut dans la cour, ses yeux ne quittèrent plus les étoiles. 12 fusils se levèrent. Vladimir supplia le ciel pour qu'elle détourne son regard et croise une ultime fois le sien. Elle n'en fit rien. Elle inspira profondément. 12 coups de feu claquèrent. Ses jambes s'abandonnèrent et son corps déchiré s'effondra sur la neige épaisse et maculée. L'écho de son amour s'évada par-delà le mur d'enceinte et le silence régna. À la lumière de la douleur qui l'étreignait, Vladimir découvrit que la vie était plus forte que son art. L'accord parfait de toutes les couleurs du monde n'aurait pu dépeindre sa peine. Cette nuit-là, le vin qui coulait à flots sur les tables allait pour lui se mêler au sang perdu du corps de Clara abandonnée à la mort. Des ruisseaux rouges carmins firent fondre le manteau blanc et dessinèrent des épigraphes sur les pavés dénudés qui pointaient leurs têtes sombres
corps ou de visage de femme, et plus jamais la moindre touche de rouge n'apparut dans sa peinture. La dernière diapositive s'effaça de l'écran. Jonathan remercia l'assemblée qui saluait sa conférence par de nombreuses ovations. Les applaudissements semblaient peser sur ses épaules comme autant de fardeaux qui tourmentaient sa discrétion. Il se courba et caressa la couverture de son dossier, redessinant du doigt le pourtour des lettres qui formaient le nom de Vladimir Radskin. « C'est toi qu'il salue, mon vieux, » murmura-t-il. Les joues empourbées, il ramassa sa sacoche et salua une dernière fois l'assistance d'un geste de main maladroit. Dans la salle, un homme se leva et l'interpella. Jonathan serra sa sacoche contre sa poitrine et fit de nouveau face au public. L'homme se présenta à haute et claire voix. Franz Jarvitch, de la revue Art & News. Monsieur Gardner, trouvez-vous normal qu'aucun tableau de Vladimir Radskin ne soit exposé dans un grand musée? Pensez-vous que les conservateurs le négligent? Jonathan se rapprocha du microphone pour répondre à son interlocuteur. J'ai consacré une grande partie de ma vie d'expert à faire connaître et reconnaître son travail. Radskin est un très grand peintre, mais comme beaucoup d'autres, ignoré de son temps. Il n'a jamais cherché à plaire. La sincérité est au cœur de son œuvre. Vladimir s'efforçait de peindre l'espoir et il s'intéressait à ce qu'il y a de vrai chez l'homme. Cela ne lui attirait pas les faveurs de la critique. Jonathan releva la tête. Son regard semblait soudainement ailleurs, attiré vers un autre temps, un autre lieu. Il se libéra du trac et les mots se délièrent comme si le vieux peintre en lui se remettait à l'ouvrage avec son propre cœur pour chevaler. Regardez les visages qu'il peignait, les lumières qu'il composait, la générosité et l'humilité de ses personnages. Jamais une main fermée, jamais un regard trompeur. La salle resta silencieuse. Une femme se leva. Sylvie Leroy, du Technet du musée du Louvre. La légende raconte que personne n'aurait jamais vu le dernier tableau de Vladimir Radskin. Une peinture demeurée introuvable. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas une légende, madame. Dans une correspondance qu'il entretenait avec Alexis Savrazov, Radskin écrit avoir entrepris en dépit de la maladie qui l'affaiblissait de jour en jour, ce qu'il affirme être sa plus belle œuvre. Lorsque Savrazov, prenant des nouvelles de sa santé, lui demande où il en est dans son travail, Vladimir répond « Parfaire ce tableau est mon seul remède contre la terrible souffrance qui déchire mes entrailles. » Vladimir Radskin s'était éteint après avoir achevé cette dernière peinture. Le tableau disparaîtra mystérieusement au cours d'une vente prestigieuse organisée à Londres en 1868, un an après le décès du peintre. Jonathan expliqua que cette toile probablement majeure avait été retirée au dernier moment et pour des raisons qu'il ignorait, aucune des peintures de Vladimir Radskin n'avait trouvé preneur ce jour-là. Le peintre sombra dans l'oubli pour longtemps. C'était un fait injuste qui désolait Jonathan comme tous ceux qui voyaient en Radskin l'un des peintres les plus importants de son siècle. La richesse d'un cœur attise souvent la jalousie ou le mépris de ses contemporains, poursuivit Jonathan. Certains hommes ne voient le beau que dans ce qui est mort, mais aujourd'hui, le temps n'a plus de prise sur Vladimir Radskin. L'art naît du sentiment, c'est ce qui le rend intemporel, immortel. Néanmoins, la majorité de son travail est exposée dans des petits musées ou fait partie de quelques grandes collections privées. On raconte que dans son dernier tableau, Radskin aurait dérogé à l'interdiction qu'il s'était imposée. Toute la salle semblait attendre la réponse de Jonathan. Il mit ses mains dans son dos, plissa les yeux et releva la tête. Comme je viens de vous le dire, le tableau en question s'est volatilisé de façon soudaine avant même d'être dévoilé au public. Et jusqu'à ce jour, aucun autre témoignage n'en fait d'état. J'en cherche moi-même la trace depuis que je fais ce métier. Seules les correspondances que Vladimir Radskin entretenait avec son confrère et quelques articles de la presse de l'époque prouvent qu'il a bien existé. Il est prudent de répondre que toute autre affirmation sur le sujet qu'il représente ou sur sa composition relève de la légende. Je vous remercie. Jonathan accueillit une nouvelle série d'applaudissements et se dirigea d'un pas pressé vers l'extrémité de la scène qu'il abandonna par les coulisses. Peter l'attendait, le prit par l'épaule et le félicita. À la fin de l'après-midi, les salles de conférence du centre de convention de Miami se vidaient des 4600 congressistes qu'elle accueillait simultanément. La marée humaine se délitait en courant qui investissait les multiples bars et restaurants du complexe. Sur ces 30 000 pieds carrés, le James L. Knight Center était relié par une promenade à ciel ouvert à l'hôtel Hyatt Regency qui offrait plus de 600 chambres. Une heure s'était écoulée depuis la fin de l'exposé de Jonathan. Peter n'avait pas quitté son téléphone portable et Jonathan s'était assis sur un tabouret de comptoir. Il commanda un Bloody Mary et défit le bouton du col de sa chemise. Dans le fond de la salle aux lumières cuivrées, un vieux pianiste égrenait dans l'air un morceau de Charlie Haden. Jonathan regardait la bassiste qui l'accompagnait. Il serrait son instrument contre son corps, le murmurant chacune des notes qu'il lui faisait jouer. Peu de gens
vraie pépite. Et je suis vraiment pressée de vous partager encore plein de sessions lecture sur ce roman.